Résumé. Lors du marché matinal à Novgorod, à l'ombre des étals en bois, les poids d'une pauvre marchande de miel sont soudainement contrôlés, et tout autour se fige, comme avant le son d'une cloche. Elle risque la honte et l'expulsion de la place. Je salue tous ceux qui écoutent cette histoire et vous invite à indiquer dans les commentaires d'où vous la regardez. Il est important pour moi de savoir à quelle distance se trouvent nos auditeurs. Je vous souhaite une agréable écoute. Au XIIIe siècle, à Novgorod, le matin commençait avec une odeur de fumée, d'écorce humide et de pâte aigre. Au marché, entre les rangées de rouleaux de tissu, de peaux et de poissons séchés, se tenait une femme nommée Nedana. Elle vendait du miel provenant de 2 tonneaux et transportait avec elle des tasses plates pour servir les propriétaires de bateaux pressés et les femmes en foulard de laine. Ses mains étaient tachées de miel séché et dans son sac se trouvait une lettre en écorce de bouleau, attachée avec du fil de lin. Elle portait cette lettre depuis longtemps, mais ne la montrait à personne. Non par fierté, mais par prudence. L'écorce sèche se cassait facilement, et sa vie était déjà suffisamment fissurée comme ça. Nedana vivait à l'extrémité de Nerevski, dans une petite maison étroite près des mâts et des cordes qui séchaient sur le rivage. Son mari avait été tué dans une embuscade dans la forêt, lui laissant une petite fille et un long souvenir qui ne l'aidait pas dans son commerce. Elle se réveillait avant les premiers coqs, déplaçait les tonneaux, préparait de l'eau bouillante et veillait à ce que les pois ne s'humidifient pas. Les pois lui avaient été légués par son père, un artisan robuste qui autrefois avait effrayé des adolescents affamés d'un seul regard. Son père était mort d'une fièvre hivernale, mais avant cela, il avait donné à sa fille cette même lettre en écorce de bouleau. Il lui avait dit que la lettre mentionnait la dette d'un boyard de son équipe pour avoir sauvé une caravane, et qu'on avait alors promis à son père une compensation et une protection. Nedana n'aimait pas le mot « protection ». Il sonnait étranger à sa langue, ou percer la glace et porter jusqu'à en avoir les épaules bleues était plus importante. Mais elle portait quand même la lettre, parce que son père le lui avait demandé. Ce jour-là, un nouveau représentant du boyard guerrier vint au marché. Il s'appelait Mikula et se déplaçait lentement, non pas parce qu'il était vieux, mais parce qu'il aimait regarder les gens déplacer les marchandises, heurter leurs voisins avec leurs coudes, et tout s'arrêter lorsqu'il posait son doigt sur le poids d'un autre. Il était suivi d'un greffier vêtu d'un habit de drap sombre, muni d'un couteau à aiguiser et d'une pochette en cuir à la ceinture. Les gens du marché le savaient déjà. Si Mikula s'arrêtait à votre table, vérifiait vos tasses, comptait vos pièces et exigeait un supplément d'impôt, il était inutile de discuter. Il disait qu'il protégeait l'ordre. Les gens savaient qu'il protégeait l'argent du boyard. Mikula choisit le moment où Nedana était entouré de clients. Il montra les poids et fit signe de peser la chope de miel. Le greffier surveillait l'aiguille de la balance et prenait des notes sur le bouleau. Lorsque les plateaux s'équilibrèrent, le greffier
déclara sans émotion que les poids étaient légers. Nedana protesta calmement, sans se plaindre, et proposa de peser à nouveau sur la balance du voisin. Mikula acquiesça, comme s'il était d'accord, et donna son autorisation. Le résultat fut le même sur la balance étrangère. Le greffier nota que la marchande avait une mesure fausse et qu'elle devait être punie par la honte au marché et l'expulsion de la corporation. La foule s'écarta comme l'eau d'une planche de bateau. Les gens détournèrent les yeux. Personne ne voulait se disputer avec le gouverneur. Nedana ne ressentit pas de peur, mais un vide. C'était un vide familier, comme après une nuit sans sommeil. Elle sortit de son sac une lettre en écorce de bouleau, en prenant soin de ne pas toucher le bord humide. Le greffier jeta un coup d'œil et sourit. Il dit que le vieux bouleau ne prouvait rien, que les sceaux n'étaient pas visibles, que la dette était morte avec ceux qui l'avaient écrite. Il énuméra les raisons pour lesquelles les lettres de ce type étaient souvent falsifiées et ajouta que le boyard avait ses propres scribes et ses propres sceaux. Il n'y avait pas de méchanceté dans sa voix, seulement une supériorité fatiguée. Nedanana ne discuta pas. Elle demanda que la vérification soit reportée au soir et que son affaire soit examinée lors de l'assemblée. Elle dit qu'elle avait des témoins des événements passés. Le greffier haussa les épaules, comme si cela lui était égal. Mais Mikula esquissa un sourire et donna son accord, car la foule aimait les spectacles et il aimait que la foule voie qui était le maître ici. Pendant que Mikula s'éloignait, un jeune homme, surnommé Némé au marché, s'attarda près de la table de Nedana. Personne ne l'aimait. Il était pauvre, s'affairait beaucoup sur le quai, se mettait parfois dans les pattes des autres et gagnait quelques pièces en aidant à décharger les tonneaux. On le trouvait envahissant. On le repoussait souvent. Il regardait les tonneaux avec une curiosité inassouvie, comme s'il voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Il murmura que deux étrangers, visiblement venus de l'autre bout de la ville, avaient rôdé près de la table pendant la nuit, et que l'un d'eux tenait un petit sac contenant des pois. Il avait peur de parler à voix haute, les gens ne l'écoutaient pas, et Mikula pouvait le punir. Nedana acquiesça. Elle savait qu'il était dangereux de croire le garçon, mais ne pas l'écouter était encore plus dangereux. Elle cacha les tonneaux dans l'ombre, attacha les couvercles avec une corde, vérifia une nouvelle fois les pois et partit pour un moment chez une herboriste qu'elle connaissait dans le quartier de Plotnitsky. Il y régnait une odeur de menthe séchée et d'herbes brûlées. L'herboriste, petite et robuste, en savait plus sur le miel que n'importe quel marchand. Elle lui montra comment vérifier le poids à l'aide de grains et d'eau, et lui donna un conseil. Jetez modérément le même caillou, préalablement séché, pour voir si le poids ne changeait pas à cause de l'humidité. Nedana la remercia, prit un caillou plat et retourna à la table. Vers midi, les Varegs arrivèrent au marché. Leur bateau avait accosté au quai pendant la nuit, mais les gens ne les remarquèrent qu'à ce moment-là. Lorsque des hommes à la barbe rousse et aux cils blonds se mirent à déambuler entre les étals pour acheter des ceintures en cuir et du pain. Parmi eux se trouvait un invité du nom de Halfdan.
Il n'était ni le plus grand ni le plus bruyant, mais il tenait dans sa main un os de cétacé poli, jusqu'à devenir lisse. On lui avait dit qu'à Novgorod, un tel morceau était pratique pour aiguiser les couteaux. Il s'arrêta devant la table de Nedana, huma l'odeur du miel et demanda à l'interprète de lui verser une chope. Nedana lui en servit sans discuter. Elle n'avait pas la force de marchander. Halfdan but, hocha la tête et chercha ses pièces. Puis il aperçut, au bord de la table, un fil de lin et un morceau d'écorce de bouleau qui attirèrent de son regard comme un os de poisson coincé entre les dents. Il demanda discrètement à l'interprète de demander à la marchande d'où venait le document. Nedana expliqua brièvement. La dette était ancienne, mais le souvenir encore plus ancien. Halfdan regarda à nouveau le sceau, et quelque chose changea dans son regard, comme chez quelqu'un qui reconnaît un signe oublié depuis de nombreuses années. Halfdan ne se précipita pas pour parler. Il demanda à Nedana la permission de venir au bal le soir même. Il raconta qu'autrefois, dans cette région, on lui avait donné une décoction d'herbe lorsque ces hommes s'étaient échoués et avaient passé toute la nuit dans l'eau jusqu'à ce que les habitants les repêchent. Ils avaient été soignés par les femmes du quartier de Nerevski. Elles disaient que les Varegs étaient des invités et qu'il fallait donner à boire à un invité s'il ne causait pas de tort. Il dit qu'il se souvenait des sceaux apposés sur certaines lettres, car dans sa jeunesse, il transportait des cadeaux et des lettres d'un prince à l'autre et avait vu de nombreux symboles. Le traducteur transmit fidèlement le sens de ces paroles. Les gens autour écoutaient, mais faisaient semblant d'être indifférents. On écoutait rarement les Varegs, mais parfois ils apportaient le mot qu'il fallait. Il restait quelques heures avant le soir. Nedana eut le temps de voir Némil, qui tournait à nouveau dans les parages. Il dit que 2 étrangers avaient demandé ses poids et que l'un d'eux était entré chez le scribe dans la boutique voisine. Il ajouta qu'il avait vu, lors du contrôle du matin, une main étrangère s'appuyer presque imperceptiblement sur le bord de la coupe. Il n'en était pas sûr, mais il le murmura à voix basse. Nedana prit un galet de la herboriste, le posa sur la balance et pesa plusieurs fois la même portion sur les balances étrangères des voisins. Le poids était le même partout. Elle en conclut qu'il y avait eu une intervention le matin même. La soirée à Novgorod était bruyante. On appelait à la veillée. Les gens affluaient sur la place. Les hommes du prince se tenaient à l'écart. Les anciens sur l'estrade discutaient entre eux sans élever la voix. Mikula semblait confiant. Le scribe tenait dans sa main ses bandes de bouleau et son couteau, prêt à graver de nouvelles lignes. Nedana tenait sa lettre entre 2 doigts, comme on tient une bougie pour que le vent ne l'éteigne pas. Halfdan se tenait un peu à l'écart avec 2 Varegs. Le traducteur lui chuchotait précipitamment quelque chose à l'oreille. Ils parlèrent d'abord des affaires des autres, des ponts, des pêcheurs, du rachat des marchands qui avaient été arrêtés en aval. Puis vint le moment de la négociation.
Le scribe exposa ses griefs. Il dit que la marchande avait de faux poids, qu'elle avait trompé les gens et qu'elle devait être punie conformément à la loi. Il a ajouté qu'elle avait un tonneau de miel, des tasses douteuses et un sceau effacé sur son ancien certificat. Il a dit que ceux qui ont de vieilles dettes cachent souvent de nouveaux péchés derrière elles. Il parlait sans méchanceté, comme les gens qui ont répété ce discours plusieurs fois et en ont assez. Nedana a exposé son point de vue. Elle a dit qu'elle était prête à vérifier le poids sur n'importe quelle balance et a demandé à ce que l'on utilise la méthode de l'herboriste avec une pierre pour exclure toute humidité. Elle a dit que le matin, lors de la vérification, une main étrangère était sur la balance. Elle n'a pas accusé personne, elle a simplement exposé les faits. Elle a ajouté que la lettre en écorce de bouleau n'était pas un objet vide de sens. Elle portait le sceau d'une famille qui avait une dette envers la sienne. Sa voix était calme. Elle n'a pas demandé de pitié. Les anciens autorisèrent les vérifications. La foule s'approcha. Les galets se posèrent à leur place. La chope se remplit. Les balances s'équilibrèrent. Sur les balances étrangères, elles s'équilibrèrent. Sur les troisièmes, elles s'équilibrèrent. Le greffier fronça les sourcils et demanda de peser sur les balances mêmes, où, le matin, on avait découvert la fausse mesure. Là aussi, les balances s'équilibrèrent. Il dit que l'eau avait séché et que c'était pour cela que les indications avaient changé. La foule se mit à murmurer. Mikula leva la main pour faire taire tout le monde. Il proposa d'alléger la punition, mais pas de l'annuler, car le péché avait été commis le matin et semblait avoir disparu le soir. Ces paroles donnaient l'impression que la décision était déjà prise. À ce moment-là, Halfdan s'avança. Il demanda à voir le document. Les anciens l'autorisèrent. Le varangien tenait l'écorce comme on tient une épée, avec soin et respect. Il examina le sceau. Il dit au traducteur de transmettre qu'il voyait sur le sceau un signe qu'il avait lui-même porté un jour à sa ceinture, car ce signe était donné aux invités qui avaient sauvé les hommes du boyard sur la rivière. Halfdan se souvint de ceux qui l'avaient sorti de l'eau et de la décoction d'herbe qui lui avaient redonné des forces. Il ajouta que le symbole sur le sceau correspondait à un motif rare, gravé par un seul maître artisan. Il indiqua l'endroit où il avait vu ce motif, l'atelier même où, autrefois, on lui avait donné du pain et de l'aide en échange d'un couteau. Les anciens ordonnèrent d'appeler le maître graveur, s'il était encore en vie. Le maître était vivant. Il vint, écouta la conversation et examina attentivement le sceau. Il a dit que le motif était son œuvre, qu'il avait fabriqué ce sceau il y a de nombreuses années sur ordre du boyard pour les lettres de créance avec les gens du peuple en échange de bois et d'aide. Il a ajouté que de tels sceaux n'étaient pas souvent délivrés, car les boyards n'aimaient pas consigner leurs bonnes actions par écrit. La foule a poussé un soupir. Le greffier a serré les lèvres. Mikula
et restait immobile. Les anciens se mirent à parler de la dette. Ils commencèrent à poser des questions sur l'identité du père de Nedana et sur la caravane qu'il avait sauvée. Nedana répondit. Son père travaillait avec des charpentiers. Il aidait à renforcer les passerelles. Et cette année-là, les gens du boyard revenaient avec des fourrures. Ils furent pris dans la glace et l'eau, et son père et d'autres les sortirent de là pendant la nuit. Il se brûla les mains, puis toussa longtemps. On lui promit une récompense et un endroit pour faire du commerce sans droit de douane abusif. Il n'a jamais reçu son paiement, et on lui a constamment retiré son emplacement. Elle a tout raconté calmement, sans fioriture. Ses mots sonnaient comme une corde goudronnée, solide et sec. Halfdan écoutait et se souvenait. Il a dit que son compagnon de l'époque se rendait chez ce charpentier qui avait une fille qui apprenait à lire sur du bouleau. Il a dit qu'on lui avait parlé d'une fille qui comprenait rapidement les signes. Il a regardé Nedana attentivement. Son regard n'exprimait pas de surprise, mais de la reconnaissance. Il déclara au traducteur que si c'était bien cette fille, elle avait non seulement sauvé ses hommes de la fièvre grâce à sa décoction, mais aussi lui-même d'une mauvaise affaire. Elle avait alors lu la lettre d'un étranger et l'avait averti que le signe n'était pas celui qui avait été promis. Il dit qu'il se devait de prendre sa défense. Les anciens acquiescèrent. Ils n'aimaient pas que des étrangers s'immiscent dans l'ordre établi. Mais ils aimaient qu'un étranger parle de devoir et de mémoire. Ils demandèrent pourquoi le Varangien était si sûr de lui. Halfdan répondit sans emphase. Il avait vu les sceaux à maintes reprises. Il avait pris des notes, et sa mémoire conservait les motifs, les odeurs et les chiffres. Il ne se vantait pas, il rapportait un fait. Il décrivit le motif du sceau du boyard. Un petit animal dans un cercle, les lignes des oreilles, une patte asymétrique. Le maître sculpteur confirma. Il ajouta qu'il avait créé cette asymétrie afin de distinguer le vrai sceau du faux. Le bouleau de Nedana présentait cette même asymétrie. La foule s'animait non pas par colère, mais par clarté. Elle aimait la clarté plus que les cris. Le greffier tordait entre ses mains son morceau de bouleau. Il dit qu'il restait tout de même la question de la vérification du matin. Il prononça à nouveau des mots sur l'ordre et le péché. C'est alors que Némil sortit de la foule. Les gens se mirent à murmurer. Il n'aimait pas que, contrairement aux règles tacites, celui qui était habituellement chassé sorte du bord. Némil baissa la tête et se mit à parler. Il dit que, pendant la nuit, 2 personnes s'étaient approchées de la table de Nedana. Il décrivit leurs vêtements. Des étrangers, pas de cette région. Il a dit que l'un d'eux tenait un petit sac contenant des pois et que le matin, il avait vu une main étrangère s'appuyer sur la coupe lors de la vérification. Sa voix tremblait, mais il parlait clairement. Il a ajouté qu'il n'avait aucune idée de qui ces personnes obéissaient, mais qu'il était prêt à montrer le petit sac qu'il avait trouvé dans la fente entre les planches. Il a posé un petit paquet sur le sol.
Le paquet contenait 2 minuscules inserts pour les coupes de balance. Les gens se sont précipités vers le sac. Le greffier a dit que cela pouvait être un hasard. Mikula est resté silencieux. Les anciens ont ordonné d'appeler les gardiens afin qu'ils confirment ou infirment les paroles du garçon. Le gardien est venu et a confirmé qu'il avait vu 2 personnes près des tables le matin, mais qu'il n'y avait pas prêté attention. Il a dit que l'une d'elles travaillait auparavant à l'autre bout du bâtiment et venait souvent voir le greffier ces derniers temps. Le greffier a rougi et a répondu que beaucoup de gens venaient le voir. Sa voix est devenue sèche. Les anciens se tournèrent à nouveau vers le boulot. Ils dirent que le devoir n'était pas un vain mot si le sceau était authentique. Ils demandèrent si le boyard était en vie. Il s'avéra que le boyard était malade et que ses affaires étaient gérées par son entourage proche, tandis que le marché était dirigé par son représentant. Le silence se fit sur la place. Les gens affichaient leur indifférence, mais ils étaient tendus. Les anciens proposèrent d'appeler 2 personnes âgées qui se souvenaient de cette histoire. Un timonier aux cheveux gris s'avança de la foule. Il dit qu'il se souvenait de la nuit du sauvetage. Le père de Nedana marchait dans l'eau, et ils avaient alors noué une corde autour de son poignet pour l'empêcher de disparaître sous la glace. Le timonier montra sa vieille cicatrice et dit qu'elle provenait de cette même corde, car il en tenait l'autre bout. Il ajouta qu'après cette nuit-là, le boyard avait envoyé un signe de gratitude, un motif représentant un animal. Ces paroles coïncidaient avec le sceau. Les anciens regardèrent Mikula. Mikula décida de ne pas céder. Il sourit faiblement et dit que tout cela était dépassé et que l'ordre exigeait des solutions nouvelles. Il proposa de donner à Nedana quelques jours pour se repentir, puis de lui rendre sa place dans les rangs moyens, mais pas dans les greniers princiers. Il espérait que la foule accepterait ce compromis. La foule resta silencieuse. Alors Halfdan déclara qu'il était prêt à régler la dette immédiatement. Il prendrait en charge le paiement en faveur de Nedana afin que sa famille reçoive ce qui lui avait été promis et que la ville sauve la face. Il dit qu'il ne le faisait pas en tant qu'étranger, mais en tant que personne redevable pour la décoction et l'avertissement qui l'avaient sauvé d'une transaction désavantageuse. Ces mots étaient clairs et simples. Il ne demandait pas la permission, il annonçait sa décision. La foule s'est mise à murmurer avec chaleur. Bienfaiteur inattendu, personne ne l'a dit à voix haute. Mais c'est ce que tout le monde ressentait. Les anciens se sont regardés. Ils aimaient que l'argent mette fin aux disputes, mais ils n'aimaient pas que ce soit un étranger qui le fasse. C'est alors que le maître imprimeur a pris la parole. Il a dit que si le sceau était authentique, c'était à la famille du boyard, et non au Vareg, de régler la dette. Sinon, cela constituerait une atteinte à l'honneur de la famille. Ces mots étaient simples. Si le sceau de la famille est valide, la famille paye. Ce n'était pas une attaque, mais une règle. Et là, il se produisit quelque chose que personne n'attendait, mais vers quoi tout glissait tranquillement.
Halfdan demanda à nouveau la parole. Il dit qu'il connaissait ce signe non seulement comme un sceau de dette, mais aussi comme un signe qu'il avait rencontré une fois lors d'une demande en mariage. Il y a de nombreuses années, l'un de ses compagnons avait demandé en mariage une parente éloignée du boyard par l'intermédiaire des femmes de Nerevski-Konetz. Et alors la femme la plus âgée était sortie et avait dit qu'il y avait un lien, même si le mariage n'avait pas eu lieu. Il décrivit le bijou qu'elle portait autour du cou, une simple plaque avec des lignes gravées représentant un animal et une patte courbée. Il se tourna vers Nedanah et dit au traducteur que cette femme était sa grand-mère. Si tel était le cas, cela signifiait qu'il existait un lien de parenté entre la maison de Nedanah et la famille du boyard, même si celui-ci avait été rompu par le refus de la demande en mariage. Les anciens échangèrent un regard. Ils savaient que même un mariage qui n'avait pas abouti laissait des traces dans la mémoire des maisons. C'était une parenté cachée, un fil ténu, invisible dans le tumulte des négociations, mais qui s'étendait à travers les années. Les anciens ordonnèrent de confirmer cette information. Du côté de Nerevski, une vieille femme du nom d'Avdotia s'avança. Elle dit que sa mère avait effectivement mené des négociations avec la famille du boyard lorsqu'elle cherchait un meilleur destin pour sa nièce. Elle a dit qu'à l'époque, ils n'étaient pas parvenus à un accord en raison de la fierté de la famille du boyard, mais qu'il y avait eu un échange de signes et qu'un sceau avec une patte courbée avait été offert en gage de l'honnêteté de la famille et de la jeune fille. Elle a montré l'écorce de Nedanah. Le motif était le même. Ces mots s'ajoutaient désormais aux détails précédents, comme une pierre à sa place dans un mur. Rien ne tombait du ciel. Tout avait été préparé. Mikula comprit qu'il perdait du terrain. Il tenta de détourner la conversation vers les poids perdus. Il dit que parfois, la pauvreté poussait à la tricherie. Sa voix restait calme, mais ses yeux trahissaient son irritation. Némile leva alors le sac et proposa de peser ses inserts. Il a dit qu'il ne savait pas qui les avait placés là, mais qu'il était prêt à subir le châtiment s'il avait menti. Ses paroles ont résonné plus fort que sa force. Pour la première fois, les gens l'ont regardé, comme quelqu'un capable d'encaisser les coups. Les anciens ordonnèrent de peser les inserts. Les résultats se révélèrent être exactement ceux qui pouvaient fausser le poids du matin. Le gardien confirma avoir vu le contrôleur près du banc du greffier. C'est alors qu'un des hommes qui aidait auparavant Mikul détourna les yeux, puis avoua avoir surveillé certains marchands sur ordre du gouverneur et avoir reçu une récompense pour chaque personne prise en flagrant délit de fausse mesure. Il a dit qu'il ne savait pas qui utilisait exactement les inserts, mais qu'il s'en doutait. Il n'a pas donné de nom, mais sa voix tremblante laissait entendre qu'il s'agissait d'un système. Les anciens prirent une décision. Ils déclarèrent que le berceau portant le sceau était authentique. La dette de la famille du boyard n'était pas une légende. La famille était tenue de la rembourser. En attendant le remboursement, la marchande
se voyait attribuer une place près des greniers princiers et une protection contre l'arbitraire. Concernant le contrôle matinal, une enquête fut ordonnée avec la participation des gardes et du maître des balances. Pendant la durée de l'enquête, le gouverneur fut écarté des contrôles au marché. Le greffier fut sommé de se présenter avec ses registres et d'expliquer ses liens avec des personnes d'autres régions. La décision fut annoncée sans cri. La foule poussa un soupir de soulagement. Nedana hocha la tête, comme quelqu'un qui n'avait pas reçu un cadeau, mais un compte équitable. Après le conseil, la vie ne devint pas immédiatement plus facile. La place près des greniers princiers signifiait des regards plus sévères et des ombres plus marquées. Mais les gens venaient là avec de l'argent, et le miel se vendait plus vite. Chaque matin, Nedana déposait la même quantité de galets pour ressentir une certaine constance. Elle n'avait pas cessé de porter le bouleau, mais elle le gardait désormais dans un étui en bois provenant de l'herboriste. Le Varangien Halfdan ne lui rendait pas visite tous les jours, mais lorsqu'il venait, il payait le miel plus cher que sa valeur. Il disait qu'il payait ainsi sa dette jusqu'à ce que la famille boyarde se décide. Il ne s'imposait pas. C'était un invité qui se souvenait. Nemil commença à venir l'aider. Au début, les gens se moquaient, disant que la marchande avait désormais son propre gardien. Mais les moqueries cessèrent. Nemil se révéla agile, apprenait vite, savait démêler une corde d'une seule main et tenir un tonneau sur une planche glissante. Nedana le payait équitablement, sans pitié. Elle lui confia la garde des galets et lui dit qu'il était responsable de leur constance. C'était sa responsabilité et son honneur. Il en était fièrement silencieux. Le gouverneur Mikula fut temporairement suspendu. Ses hommes faisaient du bruit, mais sans leur assurance d'autrefois. Le greffier se promenait dans le marché, jouait avec son couteau et faisait semblant que rien n'avait changé. Il regardait parfois en direction des granges, mais détournait les yeux. Des rumeurs circulaient selon lesquelles le boyard était gravement malade et que ses proches se disputaient sur la conduite à tenir, reconnaître la dette et la rembourser ou gagner du temps. Les anciens rappelèrent qu'ils avaient une décision du Vèche et que toute la ville était responsable de cette décision. Le 3e jour après la veillée, un incident apparemment banal s'est produit qui a transformé tout cela en un court thriller domestique. Le matin, Nedana a trouvé sur sa table un paquet épais de bouleaux, attaché avec de la ficelle simple. Il n'y avait aucun signe sur le paquet, seulement une inscription grossière, gravée avec un couteau mal aiguisé. Poids. Ce mot pouvait signifier n'importe quoi. Nedana sentit un frisson lui parcourir l'estomac. Elle ne défit pas le paquet sur place. Elle demanda à Nemil de l'apporter à l'herboriste et de l'ouvrir là-bas, en présence de témoins. Personne au marché ne voulait de nouvelles surprises. 3 personnes se réunirent dans la cabane de l'herboriste. L'herboriste elle-même, le maître des balances qui vivait à proximité et Nemil. Le paquet fut ouvert. À l'intérieur se trouvaient 3 petits pois en plomb et une fine lanière de cuir avec des entailles. Sur l'un des pois était gravé un symbole ressemblant à une griffe. Le maître des balances
fronça les sourcils et dit que c'étaient des inserts du même type que ceux trouvés chez Vèche. Il ajouta que la lanière de cuir servait à fixer l'insert de manière à appuyer discrètement sur le plateau. Ce n'était pas une menace verbale, c'était une menace concrète. Quelqu'un voulait répéter le vol ou piéger Nedanah. La situation, qui était simple, devint tendue. La guérisseuse dit qu'il ne fallait pas garder cela dans la maison. Il fallait l'apporter aux anciens. Sur le chemin, quelqu'un les remarqua. Nedanah sentit qu'on les suivait. Elle ne se retourna pas. Elle entendait des pas légers et savait que dans le village, le moindre bruit se répercutait sur les murs. Elle ne courait pas, elle marchait d'un pas mesuré. Près des granges se tenait un gardien, le même qui avait confirmé les paroles de Némile. Il les remarqua et leva la main. Ils montrèrent le paquet. Il appela un autre gardien. Ils arrivèrent à la maison du chef du village. À l'intérieur, il faisait frais et vide, comme dans un bateau sans cargaison. Le vieillard les écouta, regarda les poids et dit doucement que c'était une tentative de reprendre l'ancien jeu ou d'en instaurer un nouveau. Il ordonna au gardien de monter la garde sur la place du marché. Le même jour, Mikula se rendit à la maison du boyard. Il demanda à être reçu. On lui refusa. À la porte, il rencontra un parent du boyard qui lui dit que la ville était en effervescence et qu'il ne voulait pas encore plus de bruit. Mikula repartit avec un visage de pierre. Le lendemain, il se rendit au marché sans droit de contrôle, mais avec l'air d'un homme qui veut montrer qu'il est quand même le maître. Il était entouré d'une foule dense. Il s'arrêta près de l'emplacement de Nedanah et se mit à interroger quelqu'un sur le prix du tissu. Il fit semblant de ne pas la voir. Le soir venu, 2 varègues se tenaient déjà près des granges. Halfdan s'approcha de Nedanah et lui dit qu'il avait reçu une vieille nouvelle. L'un de ses anciens compagnons était revenu en ville plus tard et avait apporté avec lui une petite planche de bois sur laquelle était gravé le symbole d'une patte courbée. Il expliqua que cette planchette avait fait partie des négociations de mariage il y a de nombreuses années et que 2 lignes étaient gravées au dos, le signe de l'accord et le signe du refus. Il montra que seul le signe de l'accord avait été gravé sur cette planchette. Cela signifiait que la demande en mariage était presque conclue et que le refus était survenu après. Cela renforçait le lien familial, même s'il n'avait pas abouti. Halfdan ajouta qu'il était prêt à remettre la planchette aux anciens. Il ne souriait pas. Il avait simplement rempli son devoir de mémoire. Les anciens ont accepté la tablette et ont ordonné d'appeler les proches du boyard. Ceux-ci sont arrivés, le visage fatigué. Ils savaient que les anciens signes n'étaient pas meilleurs que les nouvelles épées. On ne pouvait pas les ignorer. Ils ont longuement parlé à voix basse, comme des gens qui comptent les années et non les pièces de monnaie. À la fin, ils ont reconnu leurs dettes. Ils ont dit que la famille du boyard paierait à Nedan la somme convenue. Ce n'était pas sous forme de grâce, mais sous forme de dette. Ils ont demandé à la ville d'accepter leur paiement sans cri. Les anciens ont acquiescé.
La décision fut inscrite sur une écorce de bouleau et scellée du cachet du maître. La foule entendit et ne hurla pas. Elle faisait du bruit, mais c'était un autre bruit, celui du soulagement. Mikula comprit que son masque était en train de glisser. Il tenta de se dérober. Il dit que le paiement de la famille n'annulait pas la faute commise le matin même avec la fausse mesure. Alors, le maître des balances apporta les inserts en plomb trouvés et les montra avec le ruban de cuir. Il expliqua calmement comment il fonctionnait. Il a dit que le contrôle du matin ne pouvait pas être considéré comme valable. Il a ajouté qu'un autre représentant et d'autres personnes étaient nécessaires pour un nouveau contrôle, et qu'il y avait dans la ville des gens qui savaient contrôler sans faire pression. Les paroles du maître ont eu l'effet d'un coup de marteau, sans fioriture, précise, au bon moment. Les anciens se décidèrent. Ils annoncèrent qu'ils suspendaient Mikula de toute activité commerciale pour une longue période et qu'ils confiaient la vérification à une association d'artisans réputés pour leur rigueur. Ils chargèrent le greffier de remettre les livres à un nouveau scribe. Le greffier ne discuta pas. Il se sentit soudain très seul. Ce soir-là, on versa un peu de miel près des granges, non pas pour fêter quelque chose, mais pour faire un geste d'égalité. Nedana remplit une chope et posa le verre devant Némile. Elle lui dit qu'il avait sauvé son affaire grâce à son petit mot. Il baissa la tête, rougit et trébucha sur un tonneau, comme un enfant. Mais les gens le regardaient déjà différemment. Il n'était plus un vagabond importun. Il était le héros méconnu du jour. On ne lui donna pas de couronne. On lui donna un travail. Tenir les nouvelles balances à côté, surveiller les mesures et l'ordre à côté de la marchande. Ce n'était pas une faveur, c'était un rôle. Les Varegs quittèrent la ville quelques jours plus tard, mais Halfdan laissa un interprète avec une lettre pour Nedanna. Sur le bouleau, il était écrit qu'il reconnaissait le lien par le biais d'une ancienne demande en mariage et d'une dette pour la décoction, et que si jamais elle avait besoin d'aide pour son affaire, sa parole serait entendue dans sa cabane d'hiver. Ce n'était pas une promesse de conte de fées, mais un pont sculpté au couteau dans l'écorce du temps. Nedanna rangea la lettre à côté de celle de son père. Elle compara les sceaux et sourit discrètement. Les deux étaient authentiques. Les rumeurs concernant le paquet et les inserts ne cessèrent pas. Les anciens chargèrent les gardes de patrouiller la nuit et de traquer ceux qui tenteraient de réitérer leur manœuvre. Une semaine plus tard, les gardes capturèrent l'un des assistants de l'ancien gouverneur. Dans son sac, ils trouvèrent 2 autres inserts et un ruban de cuir avec des entailles. Il ne révéla pas qui l'avait envoyé, mais cela n'était pas nécessaire. Tout concordait. Il fut puni sans cruauté ostentatoire. On lui interdit de travailler au marché et on lui ordonna de verser de l'argent à la communauté. Ce n'était pas du sang pour du sang, mais un compte pour un compte.
La famille du boyard envoya le paiement à la date prévue. Ce n'était pas une fortune, mais une somme raisonnable, qui pour la première fois depuis longtemps fit cesser le tremblement de la main de Nedana. Conformément à la décision du conseil, on lui attribua une place permanente près des greniers princiers. Cette place lui apportait non seulement des clients, mais aussi l'obligation de respecter scrupuleusement les mesures. Nedana accepta la seconde avec le même calme que la première. Elle continua à mettre ses galets dans la mesure, afin que chaque nouvelle journée soit comme une page blanche. Au bout d'un certain temps, le maître imprimeur lui proposa d'apprendre à Nemila à lire sur le boulot. Il dit qu'il manquait dans la ville des personnes capables de comprendre rapidement les signes et de ne pas froisser l'écorce. Nedana accepta. Elle ne fit pas de grands discours sur le destin. Elle asseyait simplement le garçon sur un banc, lui donna un couteau à écorce et lui montra comment ne pas faire d'entailles trop profondes afin de ne pas déchirer l'écorce. Nemil apprit avec patience. Ses doigts ne s'habituèrent pas tout de suite au travail minutieux, mais il avait depuis sa naissance un goût pour la précision. Il comprit rapidement les premières lignes. Et la ville compta un nouvel habitant issu des bas-fonds qui ne recherchait pas la gloire, mais le savoir. C'était la suite du revirement talent caché contre statut social. Cette fois-ci, non seulement dans le passé de Nedana, mais aussi dans le présent de Nemil. La vie a repris son cours. Au marché, on vérifiait à nouveau les poids, mais sans pression et sans main cachée. Les gens disaient que le marché respirait désormais un peu plus calmement. Ce n'était pas un conte de fées. Il y avait toujours des cris, des piaillements d'oiseaux et des disputes entre agriculteurs et bateliers dans la ville. Mais à côté des granges, il y avait une table où l'on versait le miel à la mesure, et où l'écorce de bouleau était posée non pas par crainte, mais par souvenir. Parfois, quelqu'un murmurait que Nedana était apparentée au boyard. Elle répondait que le lien par le mariage n'était pas un privilège, mais un rappel de la longueur des fils et de la facilité avec laquelle ils pouvaient être rompus. Elle disait cela sans rancune. Elle mettait simplement un point là où d'autres aimaient les points de suspension. Lorsque les Varegs revinrent au printemps, Halfdan n'était pas avec eux. D'autres étaient venus. Mais l'interprète transmit un salut oral et dit que dans le lointain hivernage, on parlait d'une femme de Novgorod qui avait conservé sa place non pas en criant, mais grâce à une lettre écrite sur du bouleau. Cela ne faisait pas d'elle une sainte. Cela la rendait têtue comme un orme dans la terre humide. Les gens qui écoutaient cette brève histoire près des tonneaux acquiesçaient. Ils aimaient les histoires avec un dénouement clair. Un soir, alors que le brouillard venait de la rivière et aveuglait les yeux, Mikula s'approcha des granges. Il s'arrêta à distance, regarda la table où était maintenant assis le nouveau contrôleur et le garçon qui traçait des lignes régulières sur le bouleau. Il ne s'approcha pas davantage. Il se retourna et s'en alla. Il n'avait plus sa place dans ce coin de la ville. Son départ n'était pas un acte de vengeance, mais une issue naturelle.
Ainsi, la justice s'était manifestée sans grand discours. Le masque était tombé avant que l'homme ne parte. Et quand il était parti, personne n'avait eu à se réjouir du malheur d'autrui. Ce soir-là, Nedana relia l'ancienne lettre en écorce avec un nouveau fil de lin et la posa à côté de la lettre de Halfdan. Elle ferma la boîte et la cacha dans une niche en bois. Elle écouta le bruit des marchandages, qui ne cessait même pas pendant la nuit, et comprit qu'elle n'en avait pas peur. Ce bruit avait cessé d'être une menace. Il était devenu la toile de fond de son travail régulier. Elle n'avait pas gagné par l'épée, ni par une ruse. Elle avait simplement mené à bien ce qui avait commencé il y a de nombreuses années, lorsqu'une petite fille aux doigts rugueux apprenait à lire sur l'écorce. C'était dans cette simplicité que résidait la clarté cathartique. Cette histoire ne parle pas d'un miracle, mais de détails. D'une patte tordue sur le seau, d'un galet dans la mesure, d'un ruban de cuir entaillé, d'une planchette avec un signe d'accord, de la voix d'un garçon qui a décidé de sortir de l'ombre et d'un invité qui se souvenait d'une décoction étrangère. Chaque surprise était anticipée par ces petits détails. La fin n'était pas un cadeau du destin, mais la somme de choix égaux. Les anciens ont préféré la clarté, le vareg a préféré le devoir, le garçon a préféré la vérité, et la marchande a préféré la patience au cri. La ville, habituée au bruit, n'a pas entendu cette fois-ci des cris, mais un conte général. Quelqu'un a dit que la lettre sur écorce avait réécrit le jugement. La guérisseuse a répondu que la lettre n'était qu'un couteau sur l'écorce. Ce sont les gens qui réécrivent. Et à Novgorod, au XIIIe siècle, il y avait ceux qui n'ont pas hésité quand il fallait couper net.